Une entreprise lyonnaise a construit un jour le plus gros camion jamais vu sur le sol français, conçu pour dompter le plus grand désert du monde. Berliet, c'est ce constructeur qui a fabriqué des camions, des autobus et même des chars d'assaut avant de disparaître de la mémoire collective. Vous allez découvrir 10 véhicules Berliet aujourd'hui. Mais ce géant du désert a connu une fin que presque personne ne raconte jusqu'au bout. Restez jusqu'à la fin de cette liste. Bienvenue sur Tragrock. Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, octobre 1949. Sur le stand Berliet du Salon de l'Automobile de Paris, un nouveau camion attire l'attention de tous les professionnels du transport routier. Il s'appelle le GLR. Personne dans la salle ne pouvait deviner que cette machine allait rouler pendant 27 ans, jusqu'en 1977, ni qu'un jury de professionnels finirait par l'élire en 1994, camion du XXe siècle. Ce lancement arrivait à un moment charnière pour l'entreprise. Marius Berliet, le fondateur, avait vu son usine réquisitionnée pendant l'occupation, puis condamnée à la libération pour collaboration économique, une affaire qui l'a tenu éloigné de la direction de son entreprise jusqu'à sa mort en 1949, quelques mois avant que le Conseil d'État n'annule finalement la mise sous séquestre de ses biens. C'est donc son fils, Paul Berliet, épaulé par le président Émile Parfait, qui prend les rênes et doit relancer l'entreprise familiale dans une France en pleine reconstruction. Le GLR est leur réponse. L'usine de Vénissieux elle-même avait une histoire bien plus ancienne que ce simple redémarrage d'après-guerre. Marius Berliet en avait lancé la construction dès octobre 1916, achetant 400 hectares de terrain pour y bâtir une usine intégrée, de la production de l'acier jusqu'à la livraison des véhicules finis. Pendant la Première Guerre mondiale, les usines Berliet avaient fabriqué 4500 obus par jour, les châssis des solides camions type CBA, et même, à partir de 1918, des chars d'assaut FT conçus par Renault, 1067 exemplaires livrés avant la fin du conflit. Cette expérience industrielle colossale, acquise dans l'urgence de la guerre, allait irriguer toute la conception du GLR 30 ans plus tard. Techniquement, le GLR innovait sur presque tous les plans. Un moteur 5 cylindres de 7,9 litres de cylindrée, une cabine dite semi-avancée qui offrait une meilleure visibilité tout en gardant un accès facile au moteur, un pont à 2 vitesses sur la version tractrice, et surtout une conception pensée pour la simplicité d'entretien, un argument décisif pour des transporteurs qui devaient souvent réparer eux-mêmes leurs véhicules en pleine tournée. Réceptionné à l'origine avec un poids total en charge de 13,5 tonnes, il terminera sa carrière, presque 3 décennies plus tard, à 19 tonnes, sans jamais changer fondamentalement d'architecture. Le GLR, le GLC plus léger et le GLM plus lourd formaient ensemble ce que Berliet appelait une gamme modulaire, où les mêmes pièces, les mêmes moteurs et les mêmes composants se retrouvaient d'un modèle à l'autre, réduisant les coûts de production tout en offrant une gamme complète adaptée à chaque besoin de transport. Plus de 100 000 exemplaires du GLR sortiront des chaînes de Vénissieux, un chiffre qui, à lui seul, explique pourquoi ce camion reste aujourd'hui le symbole absolu de la marque aux losanges lyonnais, bien avant que quiconque n'entende parler des camions du Sahara ou du monstre à 100 tonnes que nous découvrirons plus loin dans cette liste. Il faut imaginer ce que représentait, pour un chauffeur routier des années 50, la conduite d'un tel véhicule. Pas de direction assistée, des sièges peu confortables, une cabine mal insonorisée où les vibrations du moteur se faisaient sentir en permanence, et des boîtes de vitesse à relais nécessitant parfois la manipulation simultanée de 2 leviers différents. Malgré ces conditions de travail exigeantes, les routiers de cette génération restaient profondément attachés à leur métier, à la liberté qu'il offrait, à la découverte constante de nouveaux paysages et à cet esprit de camaraderie qui unissait les chauffeurs sur les aires de repos improvisés bien avant l'apparition des aires d'autoroute modernes. Avant de continuer, dites-moi en commentaire, aviez-vous déjà entendu parler de la marque Berliet avant de cliquer sur cette vidéo? Tous les véhicules Berliet n'étaient pas des camions. La marque lyonnaise construisait aussi des autobus et des autocars, un pan entier de son activité que beaucoup d'amateurs de poids lourds ignorent complètement aujourd'hui. Le PLB, homologué en 1953, en est l'exemple parfait. Berliet organisait sa gamme de transport de voyageurs autour d'une logique de taille. Le petit modèle s'appelait PLB, le modèle standard PLR, et le grand autobus à double essieu arrière destiné aux plus grandes lignes urbaines portait le nom de PBR. Le PLB, contrairement à ses cousins plus modernes qui adoptaient un moteur horizontal placé à plat sous le plancher, conservait un châssis plus classique avec moteur à l'avant,
une architecture jugée moins révolutionnaire, mais qui s'est révélée étonnamment populaire auprès des réseaux de transport urbain de taille moyenne partout en France. Le pont arrière du PLB, fait amusant, provenait directement du camion GLB, une preuve supplémentaire de cette logique de composants partagés qui caractérisait toute la production Berliet de cette époque. Les modèles PLR-8U et PLR-10U, commercialisés à la même époque que le PLB, illustraient bien la direction que prenait le reste de la gamme. Un châssis plateforme poutre, un moteur central horizontal et surtout un plancher plat obtenu grâce à la suppression complète du capot moteur à l'avant. Le PLR-8 s'équipait du moteur Berliet MDUH 5 cylindres de 125 chevaux, tandis que le PLR-10 recevait le moteur MDZH 6 cylindres de 150 chevaux, une différence de puissance qui permettait au réseau de transport de choisir le modèle exactement adapté à la fréquentation de chaque ligne. Le PLB, en restant fidèle à une architecture plus ancienne, jouait donc un rôle presque conservateur au sein d'une gamme par ailleurs résolument tournée vers la modernité. Sur le marché des autobus de 45 places, face à l'écrasante domination commerciale de Chausson et de Renault, Berliet peinait à s'imposer avec ses modèles les plus modernes. Mais le PLB, plus modeste, plus simple, trouva malgré tout son public, notamment dans les villes moyennes qui cherchaient à remplacer leur vieux réseau de tramway par des lignes d'autobus plus flexibles. À Toulon, par exemple, la Régie municipale des transports s'équipa de plusieurs PLB dès 1955. Spécifiquement pour remplacer les derniers tramways de la ville sur des lignes à faible trafic où la capacité réduite de ce petit autobus ne posait aucun problème. Carrossé notamment par l'entreprise Gangloff, réputée pour la qualité de ses habillages de véhicules de transport en commun, le PLB desservait aussi bien des lignes de campagne que des trajets urbains modestes, transportant en moyenne une trentaine de passagers assis. Beaucoup de ces autobus ont fini leur carrière à la casse durant la seconde moitié des années 60, mais certains exemplaires, comme celui conservé aujourd'hui au Musée des transports urbains de France, témoignent encore de cette époque où Berliet ne se contentait pas de fabriquer des mastodontes pour transporter du matériel de forage à travers le Sahara, mais construisait aussi, humblement, les petits autobus qui reliaient les villages français les uns aux autres. Certains PLB, remis à neuf au début des années 70 plutôt que d'être envoyés directement à la ferraille, ont même connu une seconde jeunesse, débarrassés de leur capot moteur d'origine, équipés de girouettes latérales et arrière pour afficher plus clairement leur numéro de ligne et leur destination, une modernisation modeste mais révélatrice du soin que certaines régies municipales portaient encore à ces véhicules vieillissants, faute de budget suffisant pour les remplacer entièrement. On retrouve même la trace d'un PLB dans le film Classe tous risques, tourné en 1960, preuve supplémentaire que ces petits autobus, aussi discrets fussent-ils comparés aux géants du désert, faisaient bel et bien partie du paysage quotidien des Français de l'époque, y compris à l'écran. 1958. Berliet lance une nouvelle gamme de camions de tonnage moyen, le GAK, destiné à équiper les artisans, les petits transporteurs et les commerces qui n'avaient pas besoin de la puissance d'un GLR, mais souhaitaient malgré tout un véhicule robuste et polyvalent. Le GAK introduit sur ce segment une nouveauté de taille, la cabine avancée fixe, baptisée Relax, étroite sur les véhicules moyens et large sur les véhicules plus lourds. Déclinée en plusieurs versions, du GAK 4 au GAK 20H, ce camion allait devenir l'un des visages les plus familiers de la route française des années 60, au point de figurer parmi les jouets miniatures les plus reproduits de l'époque, juste après le GLB qui l'avait précédé dans le cœur du grand public. Les fabricants de jouets français, à qui Berliet fournissait volontiers les plans de ses véhicules en échange d'une publicité à moindre coût, reproduisirent le GAK en Zamac, puis en plastique injecté, décliné aux couleurs de dizaines de transporteurs et de marques commerciales différentes. Paul Berliet lui-même ne voyait aucun inconvénient à cette pratique. Selon les témoignages recueillis par les passionnés d'automobiles miniatures, il trouvait dans ces reproductions une reconnaissance et une publicité à moindre frais suffisamment valorisantes pour ses produits qu'il n'hésitait pas à commander lui-même des séries spéciales, reconnaissables à leur emballage distinctif, distribuées ensuite directement dans le réseau de garages et concessionnaires Berliet. Le GAK a ainsi succédé au GLB dans l'imaginaire collectif des enfants français, avant de céder à son tour la place au Stradert, puis au TR300 dans les catalogues des fabricants de jouets, une chronologie miniature qui suit fidèlement celle des vrais camions sortis des chaînes de Vénissieux. Ce qui rend l'histoire du GAK particulièrement intéressante, c'est sa remarquable capacité de survie. En 1965, Berliet lance le Stradert.
un camion révolutionnaire censé remplacer purement et simplement toute la gamme GAK. Mais l'échec commercial et technique cuisant du Strader, que nous détaillerons plus loin dans cette liste, repousse de plusieurs années la disparition programmée du GAK. Le camion continue sa carrière jusqu'à l'arrivée de la série K en 1968 et une version spéciale destinée à la lutte contre les incendies, le GAK 20H, reste même en production jusqu'en 1971, 3 ans après l'arrivée de son propre remplaçant. Cette longévité inattendue illustre une réalité simple mais souvent oubliée de l'industrie automobile. Un camion fiable et bien connu des mécaniciens de garage rural vaut parfois mieux, aux yeux d'un transporteur prudent, que la dernière innovation technologique sortie des bureaux d'études. Le GAK n'a jamais fait la une des magazines spécialisés comme le feront le T-Cent ou la Gazelle du Sahara. Il a simplement continué à rouler année après année, pendant que son remplaçant théorique s'effondrait commercialement autour de lui. Cette persistance du GAK, presque malgré lui, sur le marché français explique aussi pourquoi tant d'artisans et de petits transporteurs restèrent fidèles à la marque Berliet pendant toute cette période troublée. Un boucher, un maraîcher ou un petit entrepreneur du bâtiment qui avait investi ses économies dans un GAK au début des années 60 savait pouvoir compter sur un réseau de pièces détachées et de mécaniciens formés à cette mécanique précise, un argument de poids face à l'incertitude que représentait, pour beaucoup, l'achat d'un Strader flambant neuf mais technologiquement encore instable. Mars 1953, Berliet complète sa gamme modulaire GLC-GLR par un troisième maillon, pensé cette fois pour les transports les plus lourds, le GLM, motorisé par un 6 cylindres MDZ de 9,5 litres développant 150 chevaux, avec un capot long qui abritait ce bloc imposant. Le GLM s'adressait directement aux chantiers de construction et aux transporteurs de charges exceptionnels, un marché en pleine expansion dans la France de la reconstruction d'après-guerre. La filiation technique du GLM ne s'arrête pas là. Le modèle évolue en GLM12 avec une puissance portée à 180 chevaux, puis 240 chevaux, pour un poids total en charge de 26 tonnes, avant de laisser sa place, dans les années 70, au célèbre GBH 12 6x4, un 3 essieux capable de développer jusqu'à 282 chevaux grâce à un turbocompresseur. Cette évolution constante, génération après génération, montre à quel point Berliet cherchait à rester compétitif sur le segment des véhicules de chantier, un marché où la robustesse comptait davantage que le confort du chauffeur. Sur un chantier de construction des années 50 ou 60, un GLM passait le plus clair de son temps à transporter du gravier, du béton frais ou des structures métalliques préfabriquées, souvent sur des pistes non stabilisées et boueuses, où seule une mécanique robuste, simple à réparer avec des outils basiques, pouvait tenir la cadence sans immobiliser tout le chantier pour une panne. Cette réputation de fiabilité absolue, construite chantier après chantier plutôt que par une quelconque campagne publicitaire, valait à elle seule plus que n'importe quel argument commercial pour convaincre un entrepreneur du bâtiment d'investir dans une flotte de GLM plutôt que dans celle d'un concurrent. Le GLM a également eu son heure de gloire à l'international. En 1967, Paul Berliet signe un contrat commercial majeur avec la Chine populaire, portant sur la livraison de 600 camions, comprenant 485 GCH, 15 TLD et 100 GLM-15. Ce contrat, à une époque où les relations commerciales entre la France et la Chine restaient limitées, garantissait à lui seul l'équilibre financier de toute l'activité export de Berliet pour l'année. Peu de gens aujourd'hui associent la marque lyonnaise à la Chine des années 60, et pourtant, ce marché a compté parmi les plus importants de l'histoire commerciale de l'entreprise. Comme tant d'autres modèles Berliet, le GLM a aussi eu droit à sa propre reproduction miniature chez Dinky Toys, transformant ce lourd camion de chantier en jouet pour enfants, avec même une version dépanneuse basée sur le tracteur routier T LR10. C'est peut-être cela plus que n'importe quelle fiche technique qui résume le mieux la place qu'occupait Berliet dans l'imaginaire collectif français des Trente Glorieuses. Une marque suffisamment connue pour que ces camions deviennent, sous forme réduite, des jouets dans les mains d'enfants qui ne monteraient jamais dans la vraie cabine. Il faut également rappeler le contexte industriel particulier dans lequel naît le GLM. Marius Berliet, assigné à résidence à Cannes en attendant son procès pour suspicion de collaboration avec l'occupant, ne dirige alors plus directement l'entreprise, confiée à un commissaire, Marcel Mosnier.
C'est dans ce climat incertain, où l'avenir même de la marque restait suspendu à une décision de justice, que les ingénieurs de Vénissieux continuent, malgré tout, à moderniser leur gamme, modernisant notamment le système de freinage du GDR avec des équipements Westinghouse plus efficaces que les vieux freins à câble d'avant-guerre. La résilience industrielle de Berliet dans cette période trouble préfigurait déjà la reconstruction que Paul Berliet mènerait quelques années plus tard avec le GLR. Début 1956. La France développe activement la prospection pétrolière dans le Sahara algérien et Berliet reçoit une commande d'un genre nouveau, construire un camion capable de transporter des charges lourdes sur de très longues distances, à travers un sol hostile où aucune route n'existe. Sous la direction d'André Billier, chef des services études et essais des véhicules spéciaux, le projet aboutit en moins de 2 ans. Le camion s'appelle le GBO 15P, et les amateurs qui le redécouvrent aujourd'hui le surnomment le Seigneur du désert. Le moteur, un Berliet diesel MDO3S à 6 cylindres de 14,8 litres de cylindrée, développait 300 chevaux à 1800 tours par minute, épaulé par un turbocompresseur et un régulateur de température d'huile, 2 équipements indispensables pour affronter la chaleur écrasante du désert saharien. Mais la véritable histoire du GBO 15P, ce sont ses pneus. Les premiers essais, menés avec la coopération de la Compagnie saharienne des transports de Tougour, révèlent un problème inattendu. Le châssis, très lourd, fait littéralement s'enfoncer le véhicule dans les terrains sableux et instables. Les pneumatiques d'origine, en 1400 par 20, cèdent alors la place à des 1600 par 20, puis finalement à des 1800 par 25, une évolution qui impose au passage d'allonger l'empattement du véhicule et d'augmenter l'écartement des essieux du tandem arrière. En février 1959, Berliet livre à la compagnie saharienne automobile un GBO 15P à châssis long, équipé des nouveaux pneus larges. Sa première mission consiste à assurer la liaison entre Tougour et Bir Jedid, où travaille une équipe de la Compagnie générale de géophysique chargée de la prospection pétrolière. L'itinéraire, balisé sommairement par l'Office des transports au Sahara, se révèle si imprécis que les chauffeurs perdent un temps considérable à chercher leur route au milieu du désert, avant que les qualités du véhicule et de ses nouveaux pneus ne finissent par faire leurs preuves. Ce genre de mission logistique, répétée des dizaines de fois par les différents GBO 15P en service, exigeait des chauffeurs une endurance physique et mentale hors du commun. Naviguer dans le désert sans route tracée, avec pour seul repère des balises parfois espacées de plusieurs dizaines de kilomètres, demandait une connaissance fine du terrain, une lecture précise des étoiles la nuit et une confiance absolue dans la mécanique du véhicule, car la moindre panne loin de tout point de ravitaillement pouvait rapidement tourner au drame. Les équipages de la compagnie saharienne automobile développèrent ainsi, au fil des missions, un savoir-faire de navigation désertique que peu de transporteurs métropolitains pouvaient revendiquer à l'époque. 45 exemplaires du GBO 15P sortiront des chaînes entre 1958 et 1960, la plupart partant directement pour l'Algérie. Au-delà du transport pétrolier, ces camions serviront aussi à transporter des dromadaires pour renouveler le cheptel des compagnies méharistes de l'armée et participeront aux travaux d'aménagement du site de Regan, dans le sud algérien, pour le compte du commissariat à l'énergie atomique. Un camion conçu pour le pétrole, devenu tour à tour transporteur de chameaux et outil logistique du programme nucléaire français, peu de véhicules peuvent revendiquer un parcours aussi improbable. Les collectionneurs actuels qui recherchent un GBO 15P authentique se heurtent souvent à un problème d'identification épineux. Au fil des décennies d'utilisation intensive dans des conditions extrêmes, de nombreux exemplaires ont subi des greffes de pièces provenant d'autres modèles Berliet, voire de camions américains de dépannage croisés sur le terrain, rendant la restauration à l'identique d'autant plus complexe et précieuse aux yeux des passionnés du patrimoine industriel français. Les 50 premiers exemplaires de ce que Berliet appellera bientôt la Gazelle sont en réalité de simples GLC 8-6 par 6, commandés en 1957 pour la prospection pétrolière au Sahara. Mais c'est un raid organisé fin 1959 qui va transformer ce camion tout-terrain en légende de la marque lyonnaise, la mission Ténéré. De novembre 1959 à janvier 1960, 9 camions GBC-8 sous le commandement du commandant Armand quittent Djanet en Algérie en direction de Fort Lamy, aujourd'hui N'Djamena, au Tchad. Leur itinéraire longe la bordure orientale du massif de l'Aïr, une région désertique parmi les plus hostiles du continent africain, traversant des étendues de sable et de roches où aucune piste n'était tracée.
Malgré le scepticisme de plusieurs experts du désert, convaincus qu'aucun camion à roues ne pourrait tenir la distance, les 9 berliers arrivent à destination le 7 janvier 1960, prouvant de manière éclatante que la marque tenait quelque chose d'exceptionnel entre les mains. La préparation de cette expédition avait mobilisé pendant des mois les meilleurs ingénieurs de Vénissieux qui devaient anticiper chaque scénario possible. Ensablement, panne mécanique en plein désert, températures extrêmes dépassant régulièrement les 40 degrés en journée avant de chuter brutalement la nuit. Chaque camion embarquait des pièces de rechange, de l'eau et du carburant en quantité suffisante pour plusieurs jours d'autonomie complète, une précaution indispensable dans une région où le moindre secours extérieur pouvait mettre des semaines à arriver. Le succès de cette expédition consacre définitivement la Gazelle, dont le nom viendrait de sa capacité à maintenir une vitesse constante, même sur les terrains les plus difficiles, à l'image de l'antilope africaine. L'acronyme GBC lui-même résume toute la logique de nommage employée par Berliet. G pour la catégorie générale du véhicule, B pour ses 3 essieux, C pour la cylindrée de 8 litres du moteur et le chiffre 6 pour ses 6 roues motrices. Entre 1958 et 1977, plus de 32 000 Berliet GBC 6x6, toutes versions civiles et militaires confondues, sortiront des usines lyonnaises, un chiffre considérable pour un seul modèle de camion tout-terrain. Le grand public français découvrira la Gazelle bien après sa consécration saharienne, sur grand écran. Dans le film 100 000 $ au soleil, réalisé par Henri Verneuil en 1964, l'acteur Lino Ventura poursuit Jean-Paul Belmondo à travers le désert, au volant d'une Gazelle GBC 8, tandis que Bernard Blier conduit un autre modèle Berliet de la même famille. Le film, tourné en grande partie dans le désert marocain, contribuera plus que n'importe quelle campagne publicitaire à graver l'image de ces camions dans la mémoire collective française, bien au-delà du cercle restreint des professionnels du transport et de la géologie pétrolière. Ce mélange entre performance industrielle réelle et rayonnement culturel populaire explique pourquoi la Gazelle occupe une place à part dans l'histoire de Berliet. Contrairement au T-Cent, dont l'aventure commerciale s'est soldée par un échec malgré son gigantisme spectaculaire, la Gazelle a su prouver, mission après mission, qu'elle était non seulement capable de traverser le désert, mais aussi rentable à produire et à entretenir à grande échelle. Cette réussite technique et commerciale conjointe, plus rare qu'il n'y paraît dans l'histoire industrielle, explique aussi pourquoi l'armée française a choisi de s'appuyer directement sur cette base pour développer sa propre version militaire que nous allons découvrir maintenant. Le succès civil et saharien de la Gazelle n'échappe pas à l'armée française, qui suit de près les performances de ce nouveau camion tout-terrain. En 1957, elle commande 310 exemplaires du GBC 86x6, mais les militaires veulent aller plus loin. Ils cherchent un véhicule capable de remplacer le vieillissant GMCC-CWK, hérité de la Seconde Guerre mondiale, encore en service dans de nombreuses unités françaises 15 ans après la fin du conflit. Berliet développe alors, à partir de 1960, un prototype dérivé de la Gazelle, mais profondément retravaillé, le GBC 8KT, le K signifiant polycarburant et le T tactique. La carrosserie s'habille de lignes anguleuses, dessinées par le styliste Charbonneau, avec une cabine de type torpedo au pare-brise rabattable. La boîte de vitesse ZF à 6 rapports remplace l'ancienne transmission, l'empattement s'allonge de 22 cm et la roue de secours, auparavant installée derrière la cabine, est retirée pour allonger le plateau de chargement. La charge utile grimpe à 4 tonnes. Le moteur Magic 5 cylindres en ligne, 7900 cm3, développe 135 chevaux et peut fonctionner avec plusieurs types de carburant, une qualité essentielle pour un véhicule militaire susceptible d'opérer loin de toute chaîne logistique fiable. Cette capacité polycarburant n'était pas un simple gadget technique. Sur un théâtre d'opération éloigné, où l'approvisionnement en gazole classique pouvait faire défaut, un moteur capable de fonctionner avec plusieurs types de combustible offrait une flexibilité logistique précieuse pour l'état-major. Le véhicule affichait une vitesse de pointe de 86 km/h pour une consommation de 36 litres au 100 km, des chiffres qui, ramenés au contexte d'un camion militaire tout-terrain des années 60, restaient tout à fait raisonnables. Berliet livre sa copie à l'armée le 13 juillet 1960 pour une série d'évaluations approfondies. Le rapport final, publié en octobre de la même année, est sans appel. Le GBC est jugé quasiment parfait, avec seulement quelques remarques mineures sur son gabarit, largement compensé par un poids inférieur à celui des versions précédentes testées par l'armée.
La production démarre en 1961 à Vénissieux et à partir de 1962, le GBC 8KT roule officiellement sous les couleurs de l'armée française. Ce camion allait hanter les casernes françaises pendant plus de 3 décennies, utilisé aussi bien comme porte-shelter radio que comme camion-citerne tactique, ravitailleur de chars ou même porteur du drone de reconnaissance Canadair CL 299. En 1993, après 30 ans de bons et loyaux services, la Délégation générale pour l'armement décide de le moderniser entièrement dans les ateliers de Limoges. Rebaptisé GBC 180, recarrossé et remotorisé, ce même châssis d'origine continuera de rouler dans les forces armées françaises bien après que la marque Berliet elle-même ait cessé d'exister. Si cette histoire vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Tragrock et activez la cloche. Il nous reste 3 camions à découvrir et l'un d'entre eux fut, pendant un temps, littéralement le plus gros véhicule jamais construit sur le sol français. 1956. La compagnie pétrolière Shell invite Paul Berliet à venir constater par lui-même l'ampleur des gisements de pétrole découverts dans le Sahara algérien. Sur place, l'industriel comprend vite qu'aucune route bitumée ne pourra jamais être construite à travers ces étendues de sable, et qu'il faudra donc un véhicule capable de transporter des charges indivisibles de 60 tonnes, comme du matériel de forage complet, directement à travers les dunes. Berliet ne fait pas les choses à moitié, il décide de construire le plus gros camion du monde. Le projet démarre en janvier 1957. Dans le plus grand secret, les ingénieurs et ouvriers de Vénissieux accomplissent l'exploit de sortir un premier exemplaire complet en seulement 9 mois. Le camion s'appelle le T-Cent, 100 pour son poids total en charge en tonnes. 13 mètres 30 de long, 5 mètres de large, un moteur affichant 600 chevaux, bientôt porté à 700, pour une cylindrée totale de 30 litres. Il quitte l'usine de Montplaisir dans la nuit du 25 au 26 septembre 1957 pour rejoindre le Salon de l'Automobile de Paris, où les portes du hall d'exposition habituel se révèlent trop petites pour son gabarit. Il faut construire, spécialement pour l'occasion, un espace sur mesure au parc des expositions de la Porte de Versailles. Ce secret industriel n'était pas un simple caprice de communication. Berliet craignait qu'un concurrent, informé trop tôt des dimensions et des ambitions du projet, ne tente de le devancer sur ce marché naissant du transport pétrolier saharien, potentiellement extrêmement lucratif si les gisements algériens tenaient toutes leurs promesses. Les roues elles-mêmes posaient un défi technique inédit. Aucun pneumaticien ne produisait alors de pneus capables de supporter un poids pareil sur du sable meuble, et Berliet dut collaborer étroitement avec Michelin pour développer des pneumatiques sur mesure, spécialement conçus pour répartir la charge colossale du véhicule sans jamais s'enfoncer dans les dunes. Le succès public est immédiat et retentissant. En 10 jours d'exposition, le T-Cent attire près d'1 million de visiteurs, un record pour l'industrie française de l'époque. Mais l'histoire commerciale du géant s'avère beaucoup plus compliquée que son accueil médiatique. Seuls 4 exemplaires seront finalement construits. Les 2 premiers rejoignent effectivement l'Algérie et participent à la grande aventure pétrolière française dans le sud du pays. Le 3e, une variante à 6 roues motrices et 4 roues seulement, échoue à cause de l'usure excessive des pneus arrière, écrasés par une charge trop lourde. Le 4e part pour les États-Unis, où Berliet espère séduire les exploitants pétroliers américains, en vain. Aucun acheteur ne se manifeste, malgré un habillage repensé spécialement pour le marché nord-américain. Puis vient mars 1962. L'indépendance de l'Algérie met un terme brutal à l'ensemble du programme français de prospection pétrolière saharienne. Les 2 premiers T-Cent, désormais sans mission claire, finissent rachetés par l'État algérien, repeint aux couleurs de la société pétrolière nationale Sonatrach. Le 4e exemplaire, rapatrié en France, sert encore quelques années d'essais expérimentaux, équipé même d'une turbine turboméca de 1000 chevaux empruntée à l'hélicoptère Alouette 3, avant d'être jugé trop gourmand en carburant et finalement envoyé à la casse avec le 3e exemplaire. En 1981, la Sonatrach offre l'un des T100 survivants à Paul Berliet en personne, qui le rapatrie à Lyon. L'année suivante, il rejoint la collection de la toute nouvelle fondation de l'automobile Marius Berliet, où il demeure aujourd'hui l'une des pièces maîtresses, seul témoin d'un pari industriel aussi spectaculaire que, au fond, commercialement raté. Juin 1965. Berliet, marque plutôt réputée pour son sérieux et son conservatisme technique, surprend tout le monde en lançant un camion de livraison urbaine résolument avant-gardiste, le Stradair, dont le nom mêle le mot italien strada, la route, et le mot français air.
Dessiné par le styliste Philippe Charbonneau, déjà responsable des lignes anguleuses du GBC 8KT militaire, le Strader introduit une innovation mondiale, la première suspension à coussin d'air variable jamais montée sur un camion de série. Cette suspension, baptisée Airlam, combine 6 coussins d'air et 4 ressorts classiques, offrant un confort routier comparable à celui d'une voiture particulière, une prouesse pour l'époque. La cabine, spacieuse, dispose d'un plancher plat situé 35 cm plus bas que sur les camions concurrents, facilitant considérablement les livraisons répétées en ville. Pour marquer les esprits lors du lancement, Berliet fait appel à Gilles Delamarre, cascadeur automobile célèbre de l'époque, qui multiplie les figures spectaculaires devant la presse. Les premiers mois sont un triomphe commercial. Près de 1500 commandes sont enregistrées presque immédiatement. La gamme du Strader elle-même reflétait une ambition commerciale considérable. Dès son lancement en 1965, le modèle de base de 9 tonnes de poids total en charge est rapidement complété, l'année suivante, par les versions Strader 05, 10, 20 et 30, offrant des charges utiles échelonnées de 6 à 10 tonnes. La gamme de moteurs s'étendait elle aussi, du modeste Perkins 4,236 de 85 chevaux, réservé au Strader 5, jusqu'au bloc Berliet de 120 chevaux, hérité directement des GAK, monté sur les versions les plus puissantes comme le Strader 40. Mais le rêve tourne rapidement au cauchemar industriel. La suspension Airlam, aussi confortable soit-elle, souffre d'un manque de fiabilité chronique avec plusieurs éléments mécaniques qui s'usent prématurément et cassent en usage intensif. Pire encore, ce confort inhabituel donne aux chauffeurs une confiance excessive au volant, provoquant des prises de virage trop rapides qui endommagent les marchandises transportées, un problème qui gonfle rapidement les coûts de garantie pris en charge par Berliet. À cela s'ajoute un coup dur réglementaire. La ville de Paris limite la surface au sol autorisée pour les camions de livraison à 9 mètres carrés, alors que le Strader en occupe 11, le condamnant de fait à une carrière essentiellement provinciale, loin de son marché urbain d'origine le plus prometteur. La production du Strader s'arrête en 1970, après seulement environ 3000 exemplaires vendus, un échec cuisant au regard des ambitions initiales de la marque. Berliet, qui traversait déjà de sérieuses difficultés financières, se voit racheté par Michelin en 1967, une opération qui intègre la marque lyonnaise à la division poids lourds de Citroën. Malgré cet échec commercial retentissant, l'héritage technique du Strader survit. La partie centrale de sa cabine sera réutilisée pour créer une véritable cabine avancée sur la gamme Berliet K à partir de 1968 et surtout, la suspension à coussin d'air, si mal maîtrisée à l'époque, deviendra quelques décennies plus tard la norme absolue pour une grande partie des véhicules utilitaires du monde entier. Berliet avait eu raison 10 ans trop tôt et cette avance technologique lui aura coûté, sur le moment, bien plus cher qu'elle ne lui aura rapporté. 1970. Berliet présente au Salon de Paris son nouveau camion longue distance, le TR300, doté d'une cabine entièrement redessinée baptisée KB 2400, aux lignes carrées et modernes. Cette cabine, dont la paternité exacte reste discutée entre les historiens de la marque, porterait la signature du designer Louis-Lucien Lepoix, déjà connu pour avoir modernisé les lignes de plusieurs constructeurs européens de véhicules industriels durant cette même décennie. Mais le développement du TR300, mené dans la précipitation, se révèle catastrophique. Les premiers clients essuient de nombreuses pannes qui ternissent durablement l'image du modèle. Berliet réagit en profondeur et lance, fin 1972, une version entièrement repensée, le TR320, avant de réorganiser toute sa gamme dès 1973. Puis, en 1975, un événement change tout. Renault rachète Berliet à Michelin. 2 ans plus tard, en 1977, sous ce nouvel actionnariat, Berliet présente le TR305, animé par un moteur 6 cylindres et reprenant la cabine du TR300, avec une calandre élargie et des phares déplacés dans le pare-choc. Cette version corrige les principaux défauts de fiabilité qui avaient handicapé le lancement initial. En parallèle, Saviem, l'autre constructeur de poids lourds appartenant déjà à Renault, présente le PX30, un véritable jumeau technique du TR305, signe que le groupe Renault préparait déjà, en coulisses, la fusion complète de ces deux marques de camions. Le magazine lui consacre même un reportage à ce camion, preuve que la culture populaire française de la fin des années 70 s'intéressait encore, à sa manière, aux poids lourds nationaux. Mais le temps de Berliet touche à sa fin.
En avril 1980, les marques Berliet et Saviem, toutes deux propriétés de Renault, sont officiellement effacées de tous les véhicules. L'ensemble de la gamme porte désormais le losange Renault, sous la bannière de Renault, véhicule industriel. Le TR305 laisse sa place au Renault R310, qui reprend pourtant l'essentiel de sa mécanique et de sa cabine, rebaptisée KB 2480 avec un intérieur emprunté au Saviem PS30. Pendant encore une année jusqu'en 1981, quelques TR305 porteront même, de façon transitoire, le badge RVIC avant de disparaître complètement des chaînes de montage. Voilà pourquoi presque plus personne aujourd'hui ne prononce spontanément le nom de Berliet, alors que la marque a inventé le camion français moderne, construit le plus gros véhicule jamais vu sur le sol national, traversé le Sahara 9 fois d'affilée sans perdre un seul camion, et posé, avec le Strader, les bases de la suspension pneumatique qui équipe aujourd'hui la quasi-totalité des poids lourds de la planète. Les 10 véhicules de cette liste, du petit autobus PLB aux 90 tonnes chargées du T-Cent, racontent une même histoire, celle d'un constructeur lyonnais qui préférait résoudre des problèmes d'ingénierie extrême plutôt que de simplement vendre des camions. La fondation de l'automobile Marius Berliet, reconnue d'utilité publique depuis 1982 et aujourd'hui mécénée par Renault Trucks, continue de faire rouler ses vétérans lors d'expositions à travers toute la France pour que cette histoire ne finisse pas, elle aussi, à la casse. Dites-moi en commentaire quel camion de cette liste vous a le plus marqué et lequel vous aimeriez voir en vrai lors d'un rassemblement de véhicules anciens. Abonnez-vous à la chaîne Tragrock et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires sur les machines qui ont façonné le monde du transport. 10 camions, 31 ans d'histoire industrielle lyonnaise, du GLR de 1949 au TR 305 de 1980. Un géant de 100 tonnes, 9 camions qui ont traversé le Sahara sans encombre et une marque aujourd'hui presque oubliée. Abonnez-vous à Tragrock pour d'autres histoires comme celle-ci. À très vite pour la prochaine vidéo.